Vous écoutez Horizon 3 Radio. Il est 12h. 12h. Horizon Info Midi, une présentation de Jackie Bongen. Il est 12h02 à Beborok, département de la Villa, arrondissement de Vangan. C'est la même heure dans la ville aux 7 collines. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur Horizon 3 Radio, la 92.2 FM. Au sommaire de l'actualité, Journée internationale de la Terre 2026. La sobriété heureuse au cœur des enjeux. Célébrée chaque 22 avril, notre rédaction s'intéresse à l'urgence climatique et aux solutions durables. Un éclairage sur la pertinence de cette journée entre mobilisation mondiale et défis locaux. Également, nous parlerons culture avec le prix littéraire Ossou, qui célèbre la plume africaine. Yaoundé accueille la 4e édition du prix littéraire Ossou du 21 au 23 avril 2026 autour du thème communiqué par le livre. Une édition qui met en lumière les auteurs camerounais et gabonais dans une dynamique de promotion du livre et du dialogue culturel. Enfin, en sport, MTN Elite One Ithiou place à la compétition. La MTN Elite One entame sa 15e journée avec plusieurs rencontres au programme, tandis que l'Elite 2, sa 10e journée cet après-midi. Le programme de cette compétition dans ce journal. Madame, monsieur, c'est tout pour les titres, le développement dans un instant. 92.2 FM. Votre fidélité nous honore. Ouvrons dans ce journal en société avec la Journée internationale de la Terre 2026. Célébrée chaque 22 avril, la Journée internationale de la Terre nourricière mobilise plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. En 2026, elle met en lumière la sobriété heureuse, un mode de vie plus responsable et plus durable face à l'urgence climatique et à la dégradation accélérée des écosystèmes. La pertinence de cette journée, c'est avec vous, Erika Mossouni. Dans un contexte marqué par les changements climatiques, la pollution et la perte de biodiversité, la Journée internationale de la Terre rappelle l'urgence de préserver une planète dont l'équilibre est de plus en plus menacé par les activités humaines. Inondations, sécheresses et vagues de chaleur illustrent cette réalité et renforcent la nécessité d'agir. Depuis 1970, la Journée internationale de la Terre nourricière met en lumière le lien vital entre l'homme et la terre, en rappelant que la terre garantit notre suivi à travers ses ressources. Le thème de cette journée, en cette année 2026, est la sobriété heureuse, encourage des choix de vie plus responsables, consommer local, réduire l'usage du plastique, limiter le gaspillage et adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Face à la pollution des océans, à la déforestation et à la disparition des espèces, la restauration des écosystèmes devient essentielle. Protéger les forêts, préserver l'eau et régénérer les sols sont les actions indispensables pour soutenir la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté. À travers le monde, cette journée mobilise des millions de personnes autour d'initiatives citoyennes, d'activités éducatives et de campagnes de sensibilisation. Plus qu'une célébration, elle constitue un véritable appel à l'action pour construire un avenir durable et vivre en harmonie avec la nature. Restons en société et parlons à présent de la malnutrition des seniors au Cameroun. Près de 20% des personnes âgées au Cameroun souffriraient de malnutrition selon le journal Éco-Santé. Un phénomène souvent invisible qui ne s'explique pas toujours par le manque de nourriture, mais plutôt par des carences en nutriments essentiels. Erika Moussone est allée à la rencontre de la nutritionniste Rebecca Emeyene pour en savoir plus. Voici son reportage. La question peut surprendre, mais la réalité est
est bien plus complexe qu'il y paraît. Chez les seniors, la malnutrition ne se limite pas seulement à la nourriture consommée, elle est souvent le résultat d'une alimentation déséquilibrée, pauvre en nutriments essentiels. La nutritionniste Rebecca Emeyene souligne notamment des carences fréquentes en protéines, indispensables au maintien de la masse musculaire, mais aussi en vitamines et en minéraux. Beaucoup de personnes âgées consomment des aliments rassasiants mais pauvres en nutriments essentiels. Avec l'âge, plusieurs facteurs interviennent: la baisse de l'appétit, les problèmes dentaires, les maladies chroniques, la solitude ou encore la diminution des revenus. Les carences les plus fréquentes concernent les protéines, le fer, le calcium et la vitamine D, les vitamines du groupe B. Cette situation n'est pas sans conséquences sur la santé des personnes âgées. Face à cette situation, Rebecca Emeyene propose plusieurs pistes de solutions pour améliorer l'état nutritionnel des seniors, notamment à travers une alimentation mieux adaptée et un suivi nutritionnel régulier. Les conséquences sont à la fois physiques et fonctionnelles. On observe souvent une perte de masse musculaire et de force, une fatigue permanente, une baisse de l'immunité, donc plus de maladies, des troubles de la mémoire et de la concentration, un risque accru de chute et de fracture. Pour ce qui est des solutions, il est essentiel de privilégier une alimentation simple mais équilibrée, ajouter une source de protéines à chaque repas, varier les aliments autant que possible, intégrer des fruits et légumes locaux. Au-delà des statistiques, la malnutrition des personnes âgées soulève une question plus profonde, celle de la place qui leur est accordée dans la société. Bien se nourrir, même à un âge avancé, reste un droit fondamental, mais aussi une condition essentielle pour vieillir en bonne santé. « 92.2 FM ». Passons à présent à la conférence du laboratoire de sémiologie politique, d'anthropologie de l'imaginaire et d'histoire des civilisations africaines de la faculté des arts, lettres et sciences humaines est prévue le 23 avril 2026. À cet effet, la rédaction centrale est allée à la rencontre de son directeur exécutif, le professeur Gérard-Marie Messina. Il répond aux questions de Steve Césaire-Gounou. Écoutons. Alors, professeur, vous êtes le directeur exécutif du LASPAICA. En quelques mots, parlez-nous du LASPAICA et de ses principales missions. Le laboratoire de sémiologie politique, d'anthropologie de l'imaginaire et d'histoire des civilisations africaines se donne fondamentalement pour mission de procéder à la lecture politique de l'évolution du monde en termes de rapports géopolitiques, de rapports géostratégiques, en termes de dynamique des relations internationales. Et au-delà de cette question fondamentale attachée à la sémiologie politique, il est question aussi de procéder à l'examen d'un certain nombre de symboles, un certain nombre d'archétypes, un certain nombre de matrices de lecture fondamentales, lesquelles permettraient de comprendre en réalité comment fonctionnent non seulement les États, mais aussi les individus. Donc, notre mission, c'est de travailler à renverser les barrières classiques qui existent entre les différentes disciplines, ne serait-ce que dans le champ des sciences sociales, sciences humaines, sciences de la littérature. Alors, professeur, le thème de votre conférence, intelligence artificielle et avenir de l'Université africaine du Point, comment survivre à la menace de l'orgue numérique. Ce titre mobilise la figure de l'orgue numérique, un archétype de l'imaginaire menaçant de la dévoration. En tant que sémiologue et anthropologue de l'imaginaire, pourquoi avoir choisi ce mot-là pour qualifier une technologie que beaucoup présentent comme une promesse? Mais lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on se limite à une dimension essentiellement minimaliste, superficielle de l'intelligence artificielle. On évoque le plus souvent les intelligences artificielles génératives de contenu. Génératives de contenu en termes de texte, peut-être image dans une certaine mesure. Et on se limite donc aux conséquences néfastes de la gestion de l'intelligence artificielle, soit en termes de perception de la facilité qu'auraient justement les apprenants à accéder à un certain nombre de contenus qu'ils peuvent présenter lorsqu'il leur est demandé, par exemple, de produire un travail intellectuel. Il est donc de notre devoir, dans le cadre des activités de ce laboratoire, d'amener non seulement les étudiants, mais le public de manière
manière générale à comprendre les enjeux et les défis que l'université africaine est appelée à relever aujourd'hui en tant que laboratoire justement de production des contenus, de production de la science, de production de l'innovation. Parce que tout ce qui concerne la vie dans son fonctionnement de manière globale, tout est touché par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle de néocolonialisme algorithmique. Que peut faire l'université africaine pour se protéger de ce qu'elle a passé des décennies à construire? L'université africaine est l'émanation de l'État africain. Donc, il est de la responsabilité de l'État africain de travailler justement dans le sens du reformatage de ses politiques publiques. L'université africaine est elle-même la conséquence des politiques publiques des États africains. Et il est question de comprendre que si les big states, les grandes puissances économiques, les grandes puissances politiques travaillent dans la dynamique justement du reformatage de leur socle de souveraineté, cela va de soi qu'il est nécessaire que les États africains comprennent qu'il faut mettre un peu plus dans la recherche, s'arrimer justement aux dynamiques de l'évolution de la courbe des défis à relever à l'international. On ne peut pas être absolument alarmiste, ce serait très prétentieux. Mais l'université parvient à survivre à elle-même. Dans toutes les générations, il y a des esprits brillants qui se débrouillent par eux-mêmes. Vous faites bien de le relever. Au-delà des grandes théories justement sur l'intelligence artificielle, le constat c'est que, en termes de politique publique, ce qui avait été mis en place n'aide pas l'université africaine, l'université camerounaise plus précisément, parce que vous avez des étudiants qui viennent et auxquels vous ne donnez pas la possibilité de rédiger et qui font les QCM, des questions à choix multiples. Mais attendez, comment ferait-il pour devenir journaliste? Comment ferait-il pour savoir parler? Comment ferait-il pour savoir écrire? Si on abandonne justement le format qui a permis aujourd'hui que les intelligences artificielles génératives bénéficient de ces contenus. Le constat, c'est qu'il y a des gens brillants et ceux qui n'ont pas la volonté de travailler s'égarent et complètement. Parce qu'en fait, les gens voient l'aspect facilité et pensent à la tricherie, pensent à la possibilité de ne plus lire ces abondants livres physiques et puis chercher des résumés, des ouvrages, des textes et puis répondre à une préoccupation spontanée. Professeur, lorsqu'on sait que les intelligences artificielles libres publiques sont entraînées essentiellement par des modèles occidentaux, pensez-vous que ces intelligences-là peuvent aider à la vulgarisation des cultures africaines ou alors voyez-vous en ces intelligences un danger pour la culture africaine? Aucune intelligence artificielle n'est neutre. Les intelligences artificielles sont fondamentalement idéologiques. Elles ont des missions de pouvoir. Elles ont des missions de construction de pouvoir, elles ont des missions de construction de la puissance et des États qui les animent et qui les mettent en œuvre. Il est de la responsabilité des Africains de travailler dans le sens justement de la promotion de leur identité politique, de leur identité économique, de leur identité culturelle. Tout cela est d'une importance tellement capitale qu'il faudrait justement qu'on arrive à des solutions, à des conceptions justement des solutions adaptées à l'environnement politique africain, à l'environnement économique, à l'environnement culturel. On existe d'abord par son identité. On existe d'abord par sa culture. Les médias jouent un rôle central. Et aujourd'hui, les intelligences artificielles sont les médias les plus puissants. Lorsqu'on construit le mensonge, on le construit avec beaucoup de charisme, avec beaucoup d'autorité, parce qu'il faut qu'on impose sa vision du monde. Vous comprenez que si vous laissez le soin aux autres de construire votre narratif, vous êtes perdu. À quoi peuvent s'attendre les étudiants et participants qui assisteront à cette conférence-là jeudi prochain? Vous avez dû le constater dans le programme. Je ne suis pas le seul conférencier. Vous avez le docteur Margassin, formé à l'université de Yaoundé 2 et dans des universités occidentales. Vous avez le docteur Ambata, lui Marcel, qui vient de l'université de Douala. Vous avez le professeur Longin Colbert Elundu de l'université de Yaoundé 1, à la fois sémiopolitiste et géostratège. Puis moi-même, je suis de la partie. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça sera vraiment intéressant. Et puis, nous faisons aussi la conférence avec le public, en dehors de nous qui parlons et qui n'avons pas la science infuse. Les autres participants, ils sont là, y compris les membres du laboratoire, et qui sont très avisés aussi sur ces différentes questions. Professeur, merci. Restons donc en éducation, cap à Saint-Mélima où la rentrée scolaire du 3e trimestre dans l'éducation de base a été effective le 20 avril 2026. Le constat est de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base de Séan, Philemon et Souma, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Cameron Mébiadé.
faudrait commencer par vous dire ce que nous faisons comme travail en amont. Avant chaque rentrée, je prends une heure de service désignant les équipes et pour la rentrée du troisième trimestre. Il y avait 6 équipes qui avaient été constituées, devant donc parcourir toutes les écoles. Lorsque je regarde un peu la synthèse des données recueillies, nous avons parcouru 75 écoles. Donc, le nombre d'enseignants attendus, c'était 268. Nombre d'enseignants présents, 266. Vous voyez donc que dans toutes ces écoles-là, il n'y avait que 2 enseignants qui étaient absents. Au niveau des élèves, 7616 étaient attendus. Nous avons 6111 qui étaient présents avec un bon pourcentage. Au niveau des préparations, 2124 préparations étaient attendues. « 92.2 FM. 12h passées de 16 minutes, vous écoutez le journal de la mi-journée sur Horizon 3 Radio, la 92.2 FM. Culture, la 4e édition du prix littéraire Ossou a ouvert ses portes ce 21 avril à Yaoundé sous le thème « Communiqué par le livre ». Organisé par l'éditrice Christelle Noah, cet événement met en lumière les auteurs camerounais et gabonais. David Zo pour les détails. Placée sous le thème « Communiqué par le livre », la 4e édition du prix littéraire Ossou vient d'ouvrir ses portes à Yaoundé. Cette édition vise à mettre l'auteur à l'honneur. Christelle Noah, promotrice. Alors cette année, nous avons pensé que l'auteur est le vecteur de la connaissance, de la transmission de connaissances. Et nous avons voulu placer l'auteur au centre de la communication, au centre de la communication en société, et nous avons pensé ce slogan, communiquer par le livre. L'édition de cette année, au-delà de sa richesse en innovation, prévoit aussi des tables rondes ainsi qu'une soirée de gala au cours de laquelle les meilleurs auteurs seront récompensés. Christelle Noah, promotrice. Cette année, nous avons voulu valoriser les auteurs qui ont gagné les années précédentes, valoriser les plumes qui ont édité à éclosion ces dernières années, et nous avons passé et étalé sur 3 jours. Donc nous avons 3 jours d'activité, 3 jours de dédicaces, 3 jours de table ronde, 3 jours d'atelier. Et nous allons clôturer par la grande cérémonie de remise de prix. L'édition 2026 s'ouvre également au reste du continent africain. Pour la promotrice, l'événement devient international. Le prix littéraire, ce n'est plus seulement pour les jeunes auteurs camerounais, c'est pour le jeune auteur africain. Et parmi nos lauréats cette année, vous avez vu, nous avons des Ivoiriens, nous avons des Béninois, nous avons des Togolais. Donc c'est toute l'Afrique qui est réunie maintenant autour du livre du prix littéraire Ossou. Le prix littéraire Ossou referme ses portes cette année, le 23 avril prochain. Fermons à présent ce journal en sport. Du football au menu du sport. Ce mercredi, la MTN Elite One entame sa 15e journée avec 2 rencontres au programme. Et la MTN Elite 2 entame sa 10e journée cet après-midi. Programme du mercredi football avec vous, David Zo. Le stade abrite cet après-midi les rencontres de la 15e journée de la MTN Elite One. D'abord à Yaoundé, à 16h, au stade Omnisport Amadou Ahidjo, la colombe sportive du Djaï Lobo, victorieuse la semaine dernière de Coton Sport de Garoua, offre son hospitalité à un autre club de la ville de Garoua, la Gazelle. Le stade de Melon, quant à lui, abrite dès 15h30 la rencontre entre Règle Royale du Mungo et Coton Sport de Garoua, tous deux tombés dimanche dernier face à leurs adversaires. Demain jeudi, pour ce qui est de la MTN Elite One, Stade Renard de Melon à domicile affrontera PWD de Bamenda dès 15h30 et Victoria United sera face à Dynamo de Douala au Centenary Stadium de Limbe à 15h30. À MTN Elite 2, 6 stades abriteront les rencontres de la 10e journée. Au stade annexe A de Japoma Douala dès 13h30 tout à l'heure, l'Union sportive de Douala à domicile offre son
son hospitalité à Sable Football Club de Batié. Et sur la même pelouse, à 15h, les As de Douala reçoivent Apéjas Football Club d'Infou dans un duel des grands de l'élite. À Yaoundé, le centre technique de la Fédération camerounaise de football, Okatio, abrite dès 15h ce 22 avril la confrontation des clubs du centre entre ASFAP et D-Sport de la Léké. À 13h ce 23 avril, au Bamenda Proximity Stadium Mandankwe, à Ngokitunja à domicile, accueille Atlantique SA de Kribi. Et à 15h30 sur la même pelouse, Bafoussam United affronte le Racing Football Club de Bafoussam. Le top match de cette 10e journée, c'est la rencontre entre Tonnerre Kalara Club de Yaoundé et Bamboutos de Mbouda. Demain, jeudi 23 avril 2025, au centre technique d'Odja, à Kumba, dans la région du sud-ouest Cameroun, Kumba Football Club accueille Yaoundé 2 formations. Et au stade municipal d'Abombang, dans la région de l'Est, à 15h, Union d'Abombang à domicile s'explique avec Avion Académie de Douala. Au total, 8 affiches pour la MTN Elite 2 et 4 affiches relevées pour la MTN Elite 1 pour le bonheur des amoureux du football. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition du 12h. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde par Matteo Ballard, réalisée par Erika Mossoune à la coordination. David Etamé à la supervision générale. Reine Christelle Tigniam au micro de présentation. Je suis Jackie Bongen. Retrouvez-nous demain 12h. Portez-vous bien.